Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité. On a un petit peu débordé, je m'en excuse avec Thierry Ardisson, mais bon, c'est toujours passionnant de la voir, comme c'est passionnant de vous avoir autour de cette table. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Mehdi Raïch, porte-parole de Génération Libre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là, vous avez changé de place. Cédric Louvelot, conseiller régional de Normandie, bonjour. Bonjour. Et Mathieu Hoc, secrétaire général du Millénaire, bonjour à Bonjour. vous. On va revenir sur un certain nombre de sujets qui sont dans l'actualité, que vous n'avez peut-être pas vu. 100 millions d'euros pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le chiffre a été donné hier. Les députés contre la défiscalisation des primes des médaillés olympiques. Et puis on va revenir sur les propositions d'Othman Nasrou qui veut mettre en place des tests civiques pour attribuer, pour accorder l'asile aux demandeurs ou pour accorder la nationalité. Et puis, beaucoup d'autres sujets avec vous. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mathieu, on va commencer avec vous. C'est un coup de gueule. Vous êtes où ? Voilà. Je suis là. Oui, voilà. C'est un coup de gueule. Oui, en effet. Alors, c'est un coup de gueule qui concerne notamment la gestion de la politique RH de la ville de Paris. Aujourd'hui, on demande beaucoup aux collectivités territoriales, notamment Michel Barnier a proposé un certain nombre d'économies à réaliser aux collectivités territoriales. Et c'est une politique qui s'inscrit dans la continuité de celle d'Emmanuel Macron, qui avait justement fait 11 milliards d'euros, avait obligé les collectivités territoriales à baisser leurs dépenses de 11 milliards d'euros. Depuis 2017. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que, avec notamment une loi qui est la loi de 2019 sur la réforme de la fonction publique, et notamment de la fonction publique territoriale, Ouais. avec par exemple un exemple qui, je pense, touchera à tout le monde, qui est de faire appliquer les 35 heures dans les collectivités territoriales, sachant que ces 35 heures, les gens qui nous écoutent sont tous 35 heures ou à 39 heures pour la plupart, les collectivités territoriales, jusqu'en 2019, beaucoup d'entre elles, les fonctionnaires des collectivités territoriales, ne respectaient pas cette réglementation nationale des 35 heures. 35 heures. Et donc en 2019, on a souhaité harmoniser cela pour faire justement des économies. Or, ce que l'on voit, c'est que la ville de Paris ne s'est toujours pas emparée de ce sujet-là, puisqu'il y a aujourd'hui un certain nombre de fonctionnaires qui ne respectent pas encore les 35 heures dans la ville de Paris. À cela s'ajoute également un fort taux d'absentéisme, plus de 10% au sein de la fonction publique territoriale de la ville de Paris. Et à l'heure où on demande toujours plus d'efforts aux Français, à l'État et aux collectivités territoriales, il serait bon ton que la mairie de Paris puisse revoir sa politique RH, parce que l'argent de la ville de Paris, c'est l'argent des Parisiens, et c'est également l'argent des Français, puisque l'État renfloue les caisses de la ville de Paris, qui a 8 milliards de dettes aujourd'hui jusqu'à présent. Oui, et la ville de Paris qui a vendu, on le rappelle, un terrain de pétanque à Montmartre pour y faire construire un hôtel de luxe. Alors, Mehdi, vous, c'est un coup de gueule. Oui, sur parce que j'appelle l'imposistan, ou le dépensistan français. En fait, hier, j'étais pas très inspiré quand je voulais trouver un coup de cœur ou un coup de gueule. Et puis, miracle, je suis tombé sur David Guiraud qui parle à l'Assemblée nationale, donc l'ex-futur Toujours maire. aller voir du côté de la France insoumise. On a le coup de gueule, on n'a pas le coup de cœur. Ouais. L'ex-futur maire de Roubaix. Et puis sur un ton très péremptoire, moi je pensais que quand on faisait des économies, c'était qu'on allait moins dépenser, repenser la notion d'efficience dans la dépense publique, le périmètre de l'État, c'est-à-dire on se pose plus la question de savoir comment l'État doit intervenir, mais l'État intervient tout le temps, et son seul justificatif était de dire que pour faire des économies, il faut taxer. Et je trouve la logique absolument fascinante. Idem, je continue de regarder un peu l'actualité, puis un peu plus tard, je vois une dépêche de BFM TV qui parle d'un certain, un jeune militant communiste, Fabien Roussel, qui dit il nous faudrait 600 000 fonctionnaires de plus. Ouais. Mais avec quel argent ? Comment on fait ça ? Moi, je trouve ça absolument fascinant, ce concept-là. Au lieu de trouver des solutions qui sont beaucoup plus simples, je sais pas, par exemple, parler de décentralisation, de redonner du pouvoir aux communes. Je pense que la France, c'est un pays sclérosé qui n'a plus de liberté d'entreprendre, de liberté économique. Le pouvoir, il est dans les régions, il est dans les communes. C'est pour ça que mon think tank, on défend la subsidiarité ascendante. Et c'est des notions on ne parle plus de ces notions-là. On est toujours dans, en fait, une solution, un impôt, et je trouve ça absolument dramatique. Mais vous avez raison, mais nous sommes responsables. Je suis d'accord. Nous, les Français sont drogués. Je veux dire que on est tous d'accord. D'ailleurs, si vous les interrogez, ils diront oui. Sauf que c'est leur fonctionnaire qui doit rester. C'est les aides qu'ils demandent. C'est insensé. Regardez le cas des tickets restaurants. L'État est en train
de payer la bouffe des Français dans les supermarchés. Mais c'est invraisemblable. Enfin, c'est invraisemblable. Sauf que d'ailleurs, c'est pas vrai. C'est l'entreprise qui paie les tickets restaurants et les salariés aussi. Mais enfin, elle décide de l'attribution de ça. Elle oblige les entreprises à donner des tickets restaurants. Donc, je suis d'accord, mais on est outré. Et quand même, je ne sais pas comment. Je crois que le peuple. Vraiment, au bon sens du mot, se rend compte qu'on n'y arrive pas. Mais comment s'appuyer sur eux? Je veux dire, l'Assemblée nationale a tout pouvoir. On a laissé élire encore un vert hier à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Ils se sont débrouillés, ça c'est bravo. Ouais. C'est LR et le parti en marche, je ne sais plus comment il s'appelle, il change de nom tout le temps. Renaissance. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. Voilà, c'est ça, Ensemble pour la République. Bravo pour le ensemble. Et ils se sont débrouillés pour se venger et s'engueuler entre eux. C'est Attal et Wauquiez qui sont pourtant des gens qu'on trouvait plutôt efficaces. Enfin, moi en tout cas. Eh ben, ils sont débrouillés pour que finalement des postes reviennent aux écolos. C'est dramatique. Ouais. Bon, on va marquer une pause, c'est l'heure du journal des infos et on se retrouve tout de suite après et on va évidemment parler taxes et impôts dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vert. Et on continue de débattre de l'actualité avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Mehdi Raïch, porte-parole de Génération Libre, Cédric Nouvelot, conseiller régional de Normandie et Mathieu Hoc, secrétaire général du Millénaire. 100 millions d'euros pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est ce que ça a coûté. On va revenir, on va parler pas mal du budget, sur les députés qui s'opposent à la défiscalisation des primes des médaillés olympiques. Vous l'avez peut-être entendu dans le journal, vous ne pourrez plus revendre votre maison au bout d'un an sans plus-value. Il faudra attendre 5 ans. Otman Nasrou qui veut mettre en place des tests civiques. Oui. Pardon, oui, pour imposer la plus-value, effectivement. Et puis payer l'entrée à Notre-Dame. Mais c'est vous qui allez en parler, Sophie, dans un instant. Petite information, l'homme qui avait été vu dans le métro avec son t-shirt anti-juif dans le dos vient d'être arrêté. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous me permettrez aussi un coup de gueule que je partage avec Dominique Farrugia. Vous connaissez Dominique Farrugia, les nuls, entre autres, qui est en fauteuil aujourd'hui, qui est handicapé et qui est arrivé à un comptoir Transavia et on lui a dit c'est quoi ce truc en parlant du fauteuil? Et il a commencé à parler, on lui a dit non, vous, taisez-vous, c'est pas à vous qu'on parle, on veut une personne responsable. Sous-entendu, la personne handicapée n'est pas responsable. Donc j'ai été particulièrement choquée par cette information. Je trouve que ça dénote un petit peu de l'esprit de la société d'aujourd'hui, où il n'y a plus tellement d'empathie. Pourtant, les Jeux Olympiques handicapés, ça a fait un tabac. Oui, mais la preuve que... Non, mais je pense que c'est... Ils ont peut-être dit qu'ils voulaient parler à quelqu'un de responsable dans la compagnie d'aviation, plutôt, non ? Non, c'est la personne de la compagnie d'aviation qui a dit... à Dominique Farrugia qui voulait répondre, je vous parle pas à vous, on veut parler à quelqu'un de responsable. Mais tu parles d'empathie, mais en matière de handicap, moi je suis vice-président en matière de l'autonomie sur le département du Calvados, la vraie problématique qu'on va avoir, ça va être de financer dans le contexte de réduction des budgets pour les départements, le handicap et l'accompagnement des personnes handicapées. Ça va être dramatique. Ça va être dramatique. Donc il y a effectivement la compréhension et l'intégration des gens, mais il y a aussi l'accompagnement. Comment on fait pour les aidants, etc. Bien sûr. Parce que le président d'Aéroport de Paris s'était félicité que les athlètes aient pu récupérer leur fauteuil à la sortie. Il faut savoir que les personnes qui ont des fauteuils ne peuvent pas voyager avec leur fauteuil. Ils ne les récupèrent pas à l'arrivée. Ils sont obligés de les récupérer plus tard. Je sais pas, c'est ultra choquant, non ? Au point où on en est, c'est-à-dire qu'on est choqué toute la journée. Oui, c'est effectivement assez minable. On continue le tour de table avec vous. Cédric, vous, c'est un coup de gueule. Oui, moi, c'est un coup de gueule en lien avec le terrain, avec ce que je vis, avec mon député local. Tout le monde se surprend actuellement de la dette du pays, du déficit extraordinaire, astronomique. Et les députés macronistes qui ont quand même voté pendant 7 ans les budgets, les comptes,
sont surpris eux aussi de ce déficit. Alors moi-même je suis surpris qu'ils soient surpris parce que on a quand même des gens qui sont élus pour voter des budgets. Alors ou ils savent pas ce qu'ils votent, ou alors ils ont tourné le regard. Et alors maintenant ce sont les premiers à être outrés et à taper sur le président de la République qui nous avait dépeint quand même pendant 7 ans comme étant un dieu parmi les dieux. Donc moi je suis effectivement. Est-ce qu'on peut savoir justement, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on vote? Parce que quand on voit le niveau, d'ailleurs entre parenthèses, on se présente, on est à l'Assemblée, on est élu député, on a vu que le niveau avait considérablement baissé. Mais est-ce que c'est horriblement compliqué? Mais vous savez ce que vous votez à partir du moment où vous travaillez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez les dossiers, vous savez ce que vous votez. Alors, il y a une commission. Bercy, c'est spécial. Il y a une commission. D'accord, mais il y a une commission qui étudie ça. Donc vous pouvez aussi vous appuyer sur nous jouons sur les collectivités. C'était Charles de Courson. Sur les collectivités locales, régions, départements, on peut pas non plus connaître tous les sujets. On s'appuie sur nos collègues qui le connaissent. Après, on débat et on voit quand même ce qu'on vote. On voit si c'est équilibré, c'est pas équilibré, ou si la dette elle augmente. Voir que la dette elle augmentait chaque année et qu'il fallait que l'État prenne des emprunts de plus en plus, ils l'ont fait, ils l'ont vu cette D'où la commission d'enquête quand même. Oui, où d'où la commission on se demande d'enquête. Qu'est-ce qu'ils ont planqué? Mais il faudrait pas que la commission d'enquête ne flèche que Bruno Le Maire, Bercy et le président de la République. Encore une fois, je trouve que les responsabilités, c'est aussi ceux qui votent. Mais bien sûr. Et ils ont tendance en ce moment à se mettre de côté en disant mais nous on n'y est plus du tout. Alors ils sont passés sur différents partis les uns les autres. Certains sont partis chez Horizon, d'autres sont partis, etc. Ou ils changent le parti et ils font comme s'ils n'étaient responsables de rien. Tout à fait ils nous donnent même des leçons. Ils donnent même des leçons au ministre actuel de gestion en leur disant vous devriez faire des économies, vous devriez faire ceci, alors qu'ils ont été aux manettes pendant 7 ans. Et je trouve que là les Français sont sympas parce qu'ils leur reprochent pas, ils leur font pas porter cette responsabilité. Moi je trouve que c'est pas normal. Il y a un moment on est élu, on assume sa responsabilité, on se défausse pas. Et là ils se défaussent complètement. Quand on voit le niveau de l'État français, franchement je pense que collectivement ils devront en tirer les conséquences. Vous avez raison, c'est ce que je disais. On est tous responsables et on se lave les mains. Oui. Mais parce que je trouve en quelques mots que c'est particulièrement vrai chez les macronistes, c'est quand il y a une véritable culture d'irresponsabilité. Ah oui. On l'a vu sur un certain nombre de sujets. Moi, je prends par exemple souvent cet exemple-là, le Stade de France. Quand vous vous rappelez, quand on a eu la problématique justement des supporters anglais et des violences au Stade de France lors de la finale de Ligue des Champions, on s'est tout de suite dit c'est pas une responsabilité politique, mais c'est la responsabilité d'une personne à la préfecture, et donc tout le monde se défausse et transfère la responsabilité sur des agents d'administration. On a eu pareil sur des cas de harcèlement où finalement on se retrouve avec une assistante d'une rectrice, etc., qui se fait punir parce qu'elle a envoyé un courrier à la mauvaise personne, etc. Il y a une véritable culture d'irresponsabilité, particulièrement vrai, je trouve, chez les macronistes, parce que effectivement, et vous avez tout à fait raison de le rappeler. Ni responsable ni coupable, on connaît aussi déjà. Oui, bien sûr, mais il y avait quand même cette responsabilité, et notamment d'un point de vue budgétaire, où effectivement, là, on parle quand même de dérapage budgétaire, c'est-à-dire justement d'une surévaluation de l'activité économique, et donc d'un mauvais calcul du budget, et un trou. On a quand même eu le Covid aussi. Non, mais oui, mais sur la crise sanitaire, c'est un très bon exemple. Par exemple, après la crise sanitaire, les calculs de Bercy ont escompté une croissance bien supérieure, parce qu'on avait dit qu'il allait y avoir une politique de relance très forte, etc., qui n'a pas eu lieu puisque la Chine n'a pas rouvert les vannes de son économie rapidement. Et donc les calculs, alors c'est une décision qui aurait pu être anticipée par l'administration et par Bruno Le Maire et par Emmanuel Macron. Or, elle n'a pas été le cas. Et donc effectivement, ils ont calculé des recettes fiscales sur l'impôt sur le revenu, mais surtout sur l'impôt sur les sociétés. On parlait de super profit à l'époque des énergéticiens, etc. On a calculé pour l'année 2023 des recettes sur l'impôt sur les sociétés beaucoup trop importants, et donc on se retrouve finalement avec un trou budgétaire. Et là, toutes les économies fera Michel Barnier et son gouvernement, ce n'est que pour rembourser l'ardoise que nous laissent les macronistes sur les deux derniers budgets, 2023-2024. Je suis tout à fait d'accord, mais une seule chose, il y a un seul truc qu'on ne peut pas vraiment reprocher, c'est de se tromper dans une prévision. Parce que c'est vrai que ça a été une période très compliquée, mais par contre, il faut rectifier immédiatement, il faut le dire, ce qu'ils n'ont pas fait. On s'est trompé. D'ailleurs, il y avait un projet de loi rectificatif qui a été zappé. Mais se tromper, c'était une période quand même compliquée. Hein. Oui, enfin se tromper, mais ils se trompent pas dans les dépenses. C'est-à-dire que quand ils ont engagé les dépenses supplémentaires, ils y sont allés. Donc il y a un moment. Ils ont sauvé les boîtes. Hein. Franchement, ça, il faut quand même le dire. Macron, d'accord. Non mais d'accord. Ils ont sauvé les boîtes. Mais c'est la question du périmètre d'action de l'État. En fait, on se pose pas la question de pourquoi l'État il intervient. En fait, on part du principe qu'il intervient nécessairement. Vous avez raison. On devrait se dire, mais pourquoi
si l'État intervient, il faut que ce soit pour une bonne raison, il faut que ce soit justifié. Alors je fais mon libéral un peu bête et méchant, mais c'est aussi le principe de base. Voilà. Il y a un côté aussi consentement à l'impôt, parce que les gens paient parce qu'ils savent que l'État va intervenir pour une bonne raison. Sauf que là, ils voient pas la raison. Bah non, en fait, il se dit, en fait, il est dissipé, il est partout et il est nulle part à la fois. Il n'est pas efficace. Et on le répète tous les jours, on voit que les services publics ne fonctionnent pas. Et puis même les outils qu'on a. Il n'arrête pas. Surtout, ce qui est grave, c'est que là, on s'en rend compte, on vit une crise majeure. Mais rien n'est arrêté. Moi, je serais Premier ministre. Je donnerais au moins 2-3 exemples de quelque chose qui s'arrête immédiatement. Et là, il n'y a rien. Non, les seules choses qu'ils ont fait, c'est effectivement baisser les subventions ou les aides qu'ils apportaient, les contributions qu'ils apportaient aux collectivités, et reporter l'effort sur les collectivités qui, elles, comme elles doivent avoir un budget équilibré, vont pas avoir d'autre choix que elles faire les économies et assumer. C'est pas mal. Assumer ce risque politique que n'assume pas l'État. C'est facile de demander aux autres. Elles sont très dépensières. Non, elles ne sont pas dépensières du tout. Non, on a des budgets à l'équilibre. On investit, on dépense pour investir. C'est tout à fait différent. L'État dépense dans du fonctionnement et il est en déficit par son fonctionnement. Vous avez recruté beaucoup de fonctionnaires, vous, les régions. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Mais on a des budgets équilibrés. On a des budgets équilibrés. Pourquoi vous avez qu'à recruter des gens normalement. Allez. Pourquoi des fonctionnaires? Il n'y a pas que des fonctionnaires. Non, il y a des fonctionnaires. Il y a eu énormément de fonctionnaires. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Il y a eu Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alors on va évidemment reparler budget puisqu'il y a des amendements qui sont en train d'être adoptés, d'autres qui vont être discutés. On continue avec vous, Sophie de Menton, et votre coup de cœur, et c'est l'actualité de ce matin également. Ah, mais c'est vraiment un coup de cœur, parce que pour une fois qu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose d'utile, c'est des coups de cœur pour Rachida Dati, qui a du caractère en tout cas, et qui a mis les pieds dans le plat en disant que notre patrimoine culturel était complètement en danger. Et au lieu de dire que c'est en danger et de se plaindre, elle a donné les solutions. Alors on les veut ou on les aime pas, mais elle a donné des solutions qui me semblent très bien. Faire payer l'entrée à Notre-Dame de Paris, entre autres, parce que c'est effectivement dans la capitale, c'est fondamental. Et puis faire payer, pourquoi pas, alors là on peut étendre, on va pas développer son plan, mais aux églises. Moi je suis désolée, je reviens de Sicile, à Noto, une petite ville merveilleuse en Sicile. J'ai pas pu mettre un pied dans une église sans payer. Alors c'est amusant. Pas toutes les églises, si. Toutes. Vous payez dans toutes les églises. Toutes celles où je suis allée. Ah oui, mais c'est des églises connues, mais effectivement. Enfin, c'est un auto, mais il y a beaucoup d'églises. Il y a même des trucs incroyables en Italie. Si vous voulez éclairer une œuvre d'art, vous mettez une pièce pour que ça s'allume. Oui. Donc il y a une façon de récolter de l'argent que nous n'avons absolument pas en France. Notre patrimoine culturel est en danger. J'ai vu d'ailleurs, et coup de chapeau, un couple qui avait repris une église, qui fait ça lui-même avec ses enfants, l'église du village, pour la mettre à jour. Donc elle propose ça. Elle propose, et je trouve ça très intelligent, de nationaliser, entre guillemets, la Tour Eiffel, qui appartient à la ville de Paris. On va en faire un Luna Park et on voit ce qui s'y passe, y compris la privatisation du pont, qui doit être une catastrophe, c'est un coup de gorge. Elle propose, parce qu'il faut du cran quand même, de réformer l'audiovisuel. Oui. Bah oui, excusez-moi, on en parlait tout à l'heure. Oui, donc, j'espère tellement. Oui, il faut faire payer l'entrée de Notre-Dame, qui sauverait à peu près toutes les églises de France. Et alors, elle dit, les messes, les offices doivent bien sûr demeurer libres d'accès et gratuites, mais chaque visiteur culturel devrait contribuer à préserver notre patrimoine. Il s'agit d'aider en particulier tous nos clochers auxquels nous sommes profondément attachés. Bon, vous disiez tout à l'heure, Antenne, que ça risquait de ne pas suffire. Oui, elle prévoit 75 millions. Moi, je vois sur le Calvados, effectivement, déjà, on y met 4 millions avec l'État chaque année pour restaurer le petit patrimoine. Alors, moi, je trouve qu'il y a une vraie question intéressante, c'est que ce sont effectivement des actes. Enfin, le patrimoine est intéressant touristiquement, donc, mais faut-il qu'effectivement que les gens puissent payer. 75 millions, c'est pas suffisant, mais c'est déjà une belle chose si ça peut arriver. C'est l'accès à la culture. On a l'habitude en France d'avoir un accès à la culture qui coûte rien, qui est gratuit. Tout gratuit en France. Sauf que la culture, ça a un coût, et que l'entretien du patrimoine a un coût. On le voit,
la Sagrada Familia, vous pouvez même aller sur d'autres monuments. Moi, j'étais à Istanbul pour le travail. Je voyais la Sainte-Sophie, la mosquée Sainte-Sophie, c'est payant. Oui. Et c'est 17-25 €. On est sur des montants beaucoup plus élevés. Donc, on est sur des montants très élevés. Donc, l'accès à la culture, que ce soit payant pour permettre justement de mieux entretenir nos bâtiments et de maintenir ce patrimoine, moi, je trouve que c'est plutôt une belle chose. Après, effectivement, il faut l'organiser vis-à-vis du culte, mais là, ça pose pas de sujet. Enfin, ça pose pas de souci. On définit des créneaux, des horaires, et ça se passe partout ailleurs. Donc, non, je pense que c'est plutôt une bonne proposition. Elle a été soutenue par Valérie Pécresse. Oui. Mais alors, ce que j'aimerais savoir, et ce que je ne sais pas, c'est qui peut décider ça ? Ça passe où, comment ? Je sais pas. Sur quel point? Sur la juridique, c'est-à-dire pour que Rachida Dati, ministre de la Culture, sur Notre-Dame. Oui, sur Notre-Dame, pour que ce soit, pour que ça devienne payant. Rachida Dati, oui, je pense, parce que c'est elle qui est effectivement ministre de la Culture. En fait, le ministère de la Culture, il a deux vocations. Il a effectivement ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire gérer l'audiovisuel public et les sociétés et tout ce qui est lié, filmographie, etc. Et puis, il y a effectivement cette mission de patrimoine. Beaucoup proposent d'ailleurs de faire du ministère de la Culture un ministère uniquement du patrimoine et de délaisser le reste de ce qu'on appelle la politique culturelle en France, donc justement dans l'audiovisuel public, mais également dans tout ce qui est filmographie, etc. Et donc effectivement, à ce titre-là, en termes de responsable du patrimoine des Français, elle a la possibilité de faire... Elle peut lever l'impôt. Pour ce qui est de... Pour ce qui est ciblé, évidemment. Et puis pour ce qui est de la ville aussi de Paris, parce que c'est de ça dont on parle. Parce qu'ensuite, après, toutes les églises de toute façon, depuis qui ont été construites avant 1905, donc avant la loi de la laïcité, appartiennent aux collectivités territoriales, donc à l'État. Et c'est pour ça que cette décision-là, elle devra être, si vous voulez la nationaliser, il faudra effectivement que toutes les municipalités prennent cette Et il est totalement anormal de nationaliser les églises. Il faut changer de toute façon. On est au bout d'un système. Une auditrice me dit mépris de classe, les pauvres n'auront plus accès. Marie, c'est 5 €. 5 €. Non, mais c'est les touristes. 5 €. C'est les touristes qui allaient à la messe, c'est gratuit. Après, vous n'allez pas faire une usine à gaz pour savoir qui est touriste, qui est pas touriste. C'est ce qui se passe en Italie. Mais 5 €, arrêtons de rigoler. C'est pas pour aller à la messe qu'on va payer 5 €, disons-le. Non, mais elle dit c'est les pauvres. Les pauvres ne pourront pas accéder. Effectivement, allez voir dans les pays. Les touristes pauvres. Non, vous êtes français, vous voulez aller à Notre-Dame, vous devrez payer. Il n'y a pas que les touristes qui vont payer. Tout le monde va payer l'entrée à Notre-Dame si vous voulez aller visiter. Mais 5 €, effectivement, allez voir à Istanbul, c'est entre 20, quand vous visitez Valérie, vous êtes touriste. 20 et 30. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc moi, inversement, ça me choque pas. Ça peut être intéressant aussi si ça permet de maintenir nos lieux patrimoine ouverts. Parce que ce qu'il faut, c'est pas en faire des musées qui ne sont pas ouverts. Il faut effectivement que ce soit du patrimoine vivant. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'y passent après dans ces églises. Dans beaucoup de villages, les églises sont fermées, sont plus ouvertes, il n'y a plus rien qui s'y passe. Et c'est dommage. C'est des lieux à faire vivre. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire dans cette ville de Noto. 2 minutes. Ouais. Je vois une boutique somptueuse de mode. C'était dans une église. L'église était évidemment... je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Non, attendez. L'église a été désacralisée parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'églises. Il faut dire qu'en Italie, il y en a une tous les 100 mètres. Et ils ont donc comment on appelle ça, désacralisé, l'église. Du coup, elle est rénovée. C'est une boutique de luxe. Elle est absolument somptueuse. Et pourquoi pas ? Oui, c'est pas le sujet. C'est le sujet d'entretenir le patrimoine. Je trouve pas que ce soit le sujet. C'est pas idéal, mais c'est un exemple. Henri de Beauregard, qui était un président de la haute autorité Les Républicains Vendée-Loiret, lui, il trouve ça choquant sur le plan historique, puisqu'il dit les cathédrales et les églises ont été confisquées en 1789, puis gardées en 1905 contre la promesse de leur entretien et de leur mise à disposition gratuite. L'État doit tenir sa promesse. C'est que je comprends parfaitement. Moi, je suis plutôt pour de payer 5 €. Je trouve ça très bien. Mais ça pose aussi la question qui est que pourquoi on en est arrivé à devoir payer les 5 €. Exactement. Normalement, là, pour le coup, alors, je vais faire l'inverse du libéral méchant que j'étais tout à l'heure. Sur un sujet comme Notre-Dame, ça aurait été. C'est quand même un patrimoine historique. C'est le patrimoine de tous les Français. Tout le monde se souvient de Notre-Dame qui brûle. Il y a même un film qui a été fait dessus d'ailleurs. Normalement, ça devrait être à l'État de dire... Merci Bernard Arnault, au passage. Voilà, ça devrait être à l'État de dire, écoutez, je prends en charge, c'est le bien de tout le monde, je peux comprendre que du coup, c'est moi qui l'entretiens. Or là, l'État, il a tellement dépensé ailleurs qu'il n'est plus en capacité d'assurer ça. Donc ça pose en fait une question qui est beaucoup plus intéressante derrière, c'est que c'est pas la question de vous êtes pauvre, vous pourrez pas payer 5 €, c'est qu'on a tellement fait de la gabegie avant que l'État n'est plus en capacité d'entretenir ces lieux. Alors que ce sont des lieux communs à tout le monde. Alors, Gilles me dit, expliquer à Sophie que certains ne rentrent pas à Notre-Dame pour visiter, mais pour
prier. Oui. Pour 5 €, c'est beaucoup trop. Alors, il y a 45 000 églises en France. Je comprends qu'on puisse avoir expressément envie d'aller prier à Notre-Dame, mais ce sera toujours gratuit. Ce sera gratuit pour les offices. Ce sera gratuit pour les offices. Donc, vous pourrez toujours aller prier à Notre-Dame pendant les offices. Mais, on peut effectivement imaginer un modèle, Mathieu, comme vous l'avez dit, à 2 vitesses, voire peut-être même à 3 vitesses, avec effectivement, d'une part, la gratuité pour les offices, et ça, c'est tout à fait légitime. D'autre part, ensuite, après, pour les Français, parce qu'effectivement, il y a quand même faut quand même entendre ce que disent les gens, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, on est les pays les plus imposés, les gens payent 48% quand même de la richesse nationale est prélevée par l'État. Ensuite, on voit de plus en plus de services publics qui sont tarifés, et les collectivités, par exemple, mettent aussi en place beaucoup de tarification sur leurs services publics, et donc les gens ont l'impression de payer pour se garer, ils payent pour se garer, pour aller à l'école, la cantine, etc. Ils payent de plus en plus de choses, et donc effectivement ils se disent encore quelque chose à payer. Donc on peut penser qu'effectivement on peut payer 5 € quand on est français, et faire payer peut-être un peu plus cher. C'est le cas, c'est ce qu'elle propose. Oui, exactement. Je suis d'accord avec cette proposition, et faire payer peut-être un peu plus cher les touristes étrangers sur le modèle un peu des Britanniques, parce que moi je reviens de Londres pour le coup. J'étais à la cathédrale, Westminster, et puis à la cathédrale Saint-Paul, et effectivement on paye 40 pounds pour rentrer dans cette cathédrale. Donc on peut imaginer effectivement mettre à contribution un peu plus les touristes étrangers. Il faut trouver le bon équilibre entre un accès gratuit à toute la culture et trouver un tarif qui permette quand même de. C'est pas les Français qui vont être les premiers à payer. On peut même imaginer que ceux qui habitent les rues adjacentes à Notre-Dame ne payent pas quoi qu'il arrive. Forcément eux qui vont à Notre-Dame. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, vous avez tous raison, ceux qui nous écoutaient. Mais le système ne fonctionne plus. On peut plus. Donc, quand nous n'aurons plus de retraite, plus rien, qu'on sera ruiné, dégradé. Je voulais vous faire écouter un son que nous a passé Gilles dans le zapping à propos de Rachida Dati, qui était l'invitée de C'est à vous. Écoutez, elle n'est pas à court d'idées. Merci Madame la Ministre, je crois que vous avez fait... Ah non, le plan fanfare. Ah oui. Bah oui, le fanfare. Alors, première info. Il existe un plan du gouvernement qui s'appelle le plan fanfare. Et deuxième info, Rachida Dati est hyper calée sur le sujet. 1,7 million pour les plans fanfare. Et là, déjà cet été, on a vu que ça s'est fortement déployé. C'est ce qui fait le sel des commissions. Soudain, alors qu'il était question de fanfare, qui n'est, avouons-le, pas le premier mot qu'on accole au mot commission, ça part en débat sur les majorettes. J'allais dire, c'est comme les majorettes. C'est revenu. Non, il y a certains endroits, c'est devenu... Non, mais... Je préfère la fanfare. Ah, c'est sexiste. Moi, je trouve ça pas mal. Mais il y a des majorettes hommes, hein. Enfin, il y a des majorettes tout genre. Hein. Merci pour cette belle tranche de vie, Catherine et Liliane. Voilà, elle n'était pas invitée de C'est à vous, c'est Bertrand Charmeroy, toujours très drôle, qui a repris cette intervention de Rachida Dati. Donc on a appris qu'il y avait un plan fanfare, effectivement, qui existait. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler du budget, de certains amendements. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on va parler un petit peu du budget, de certains amendements qui sont en train d'être débattus. Oui. Les députés sont contre la défiscalisation des primes pour les médaillés olympiques. Alors, qu'est-ce que je trouve ça intéressant ces gadgets? Non, je trouve ça scandaleux. Parce que on se rend pas compte de ce que c'est que d'être athlète. Pour les Jeux Olympiques, on parle pas de basketteurs, on parle pas de footballeurs, on parle pas de pas des gens qui sont richissimes. On parle que des Jeux Olympiques, mais pour les Paralympiques, ils ont pas de revenus. Enfin, franchement il me semble que est-ce que vous pouvez laisser terminer, Sophie, les gens? C'est une idée de Bruno Le Maire en plus, donc c'était une idée qui a été pensée par Bruno Le Maire à l'époque, il me semble. Et moi, je trouve ça scandaleux. C'est 80 000 euros des personnes qui ont des médailles d'or, on n'en croise pas tous les jours dans une vie, donc. L'idée, moi je la trouve... L'impact sur le budget, objectivement. Oui, mais c'est rien. Pour le coup, c'est rien. Donc c'est quoi? C'est de la com? Je vois même pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Élection? Objection, j'étais tout à fait de votre avis et j'ai changé d'avis. Allez-y, faites-moi changer parce que je vois quand même les primes donc, qui s'élevaient à 80 000 euros pour une médaille d'or, 40 000 euros pour l'argent, 20 000 euros pour le bronze. Les sportifs médaillés ont touché 18 millions d'euros. La fiscalité va rapporter 4 millions d'euros, c'est un trait de plume, c'est vrai. Mais les sportifs bénéficient déjà
de dispositifs très avantageux, et notamment fiscaux, exonération, lissant les revenus exceptionnels sur plusieurs années, etc. Donc il faudrait vraiment regarder. Je crois que je comprends. Moi, j'étais tout à fait pour. On a une médaille d'or. Bon, on va pas payer les impôts. Mais on parle de combien de sportifs ? Il y a combien de sportifs qui n'ont pas de moyens, qui assument leur passion, qui essayent de briller et qui cherchent des sponsors, qui cherchent un petit boulot pour pouvoir financer leur sport. Voilà, c'est la grande majorité, c'est la quasi-totalité. Donc il y a quelques-uns qui tirent un peu tout ça, qui tirent le flambeau. En plus, il faut savoir que les répercussions sur les associations sportifs sont énormes. Quand on a un sportif qui gagne, c'est des adhérents nouveaux pour une association, donc ça va financer nos associations. Tout à l'heure vous disiez il faut supprimer les subventions d'associations, mais là on a une dynamisme qui est créée, une dynamique qui est créée grâce à ça. Donc non, je pense que là on est à mon avis sur du gadget, et puis que ça soit un débat national vu l'enjeu budgétaire. Enfin franchement, moi je trouve que c'est pas au niveau. Surtout qu'on aurait pu très bien, supposons que ça coûte trop cher, donner une prime moins importante, mais défiscaliser quoi. Parce que l'idée de payer l'impôt c'est très dur. Mais on parle on parle du nombre, il y a combien de, je sais pas combien il y a d'athlètes qui sont concernés. C'est sûr, si c'est Wembanyama, bon, je me doute bien que lui, il a pas besoin de 80 000 euros. Ça allait rapporter 4 millions d'euros de fiscalité. Non mais alors l'État paye une prime pour après récupérer un impôt. Dans le nombre d'athlètes. Je suis d'accord. Attendez. Plus globalement, je pense que c'est le message politique derrière qui est désastreux, qui est vraiment désastreux, parce que ça veut dire quand même que vous ne récompensez pas l'effort et le mérite. Et pour la France. Pour la France. Et on a quand même, les sportifs incarnent ça quand même pour les gens depuis déjà des décennies. Ça date même pas de ces Jeux Olympiques. Or, quand même, il faut le dire, notre société est beaucoup marquée, et particulièrement en France, on taxe beaucoup la réussite et le mérite, que ce soit à l'école. Quand vous êtes bon à l'école, vous êtes pointé maintenant du doigt parce que vous êtes trop bon, parce que vous êtes trop intelligent, et que les intellos, etc. Au niveau des entreprises, vous montez votre entreprise, vous êtes industriel, vous savez ça mieux que moi. Vous montez votre entreprise, vous réussissez, vous êtes taxé, vous êtes imposé, on ne veut pas que vous réussissiez. Et donc, effectivement, et ça, on peut démultiplier les exemples sur un certain nombre de sujets. Et malheureusement, je trouve que le message qui est envoyé de ne pas défiscaliser les primes pour, quand bien même si c'est pour Wembanyama, même si c'est pour Kylian Mbappé, il faut le dire, on est français, on mérite. Moins importantes éventuellement. Si vous avez besoin s'il n'y a pas besoin d'argent, on fait des primes moins importantes. Mais il faut valoriser l'effort, valoriser le mérite et le travail pour des gens qui se donnent quand même beaucoup de mal. Vous l'avez rappelé, être sportif de haut niveau, déjà ça ne veut pas dire qu'on est riche déjà d'une part, et puis d'autre part, c'est beaucoup d'investissement depuis ces 15 ans, 14 ans, 13 ans. Quoi. Non, Véronique, je réponds à mon auditrice qui dit ce n'est pas le gouvernement qui a refusé, puisque le ministre Bruno Le Maire a travaillé depuis des mois justement à cette défiscalisation. Ce sont les députés qui ont dit non. Ce sont les députés qui ont dit non à la proposition de Corentin Le Fur qui avait fait cette proposition. Donc ce n'est pas le gouvernement qui y était favorable, puisque c'était le ministre du budget qui avait porté cette idée. Donc, drôle, parce qu'ils adorent fiscaliser. Quel député? C'est bien la première fois. Oui, il y a bien je prolonge un tout petit peu. C'est aussi mal concevoir ce qu'un athlète, c'est un entrepreneur de lui-même. Très bien. Et son outil de travail, pour le coup, je ne veux pas faire une vulgate marxiste, mais c'est lui. Donc, quand tu dis récompenser le mérite, mais un marathonien, c'est pas quelqu'un qui gagne 55 000 euros par mois. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est des personnes qui galèrent. Je me souviens de Yoann Diniz, qui était postier, si je me souviens bien. Pour faire la marche, c'est ultra. Franchement, on peut que être humble devant de tels athlètes et se dire non, t'as galéré pendant 15 ans, pendant 20 ans à faire ta discipline. T'as enfin une médaille. T'es sur le toit du monde. T'es champion olympique. C'est inouï comme performance. Non, les 80 000 euros, on va quand même te les reprendre. Enfin, on va t'en prendre 50%. Je ne comprends pas le mécanisme non plus. C'est-à-dire que l'État donnerait une prime pour la reprendre pour après récupérer une partie d'impôt. Il a qu'à donner une prime nette et qu'on n'en parle plus. Franchement, mais effectivement, Stéphane me dit pourquoi les gains au jeu ne sont pas déductibles quand on gagne des millions, soit à la télé, soit au jeu d'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Un mot toujours sur les Jeux Olympiques. Donc on a appris que la cérémonie d'ouverture avait coûté environ 100 millions d'euros. C'est un rapport relatif à l'effort financier public dans le domaine du sport. C'est beaucoup, 100 millions d'euros. 3 fois plus que Londres, je crois. Mais Londres, c'était un stade. Oui. Là, c'est sûr. Donc, il y a le coût de la sécurité. En attendant... Alors, ça a rapporté, les recettes totales s'élèvent à 4 397 000 millions. 4 millions, oui, 4 millions 5, 4 500 000
euros, portés en grande partie par la billetterie et les hospitalités, c'est-à-dire les forfaits, etc. Les partenariats nationaux, 1 240 000 euros. Bref, budget équilibré, dit le rapport, qui ne progresse que de 15,5% par rapport... C'est pas grand-chose, 15,5% finalement de débord. Mais c'est vrai que le chiffre brut... C'est vrai que le chiffre brut de 100 millions, ça peut faire grincer des dents en cette période, quoi. Oui, alors bon, moi pour une fois, voilà, moi je pense que je suis aussi entrepreneur, je suis industriel et ce qui est important c'est on investit et quels sont les retours. Alors là on a les retours directs avec les recettes qui sont relativement faibles, mais il y a tout le retour sur l'image que ça a véhiculé, sur l'image de la France, ça a été excellent. Enfin, il faut voir comme les journalistes ont parlé, comme les journaux à l'étranger ont parlé de la France. Nous qui étions vus comme un pays avec, et ce qui était vrai, avec de l'insécurité, sale, etc., on a plutôt envoyé pour le coup une belle image. Ça s'est très bien passé. Il faut quand même reconnaître ce qui fonctionne. Et puis ça a été dit tout à l'heure, mais ça a été l'image de la France qui gagne. C'était l'image de la France, voilà, du mérite et c'est plutôt bien par rapport à ce qu'on vit. Et puis encore une fois la dynamique que ça a eu dans les associations sportives, tout ça se calcule pas, ça se mesure pas. Alors oui, ça doit servir de leçon certainement pour les futurs Jeux Olympiques d'hiver, parce que si l'idée là du débat qui est lancé au niveau national sur les 100 millions, c'est de se dire il faut qu'on fasse mieux la prochaine fois. Bon, des Jeux Olympiques d'été avant qu'on en ait en France, je pense qu'on sera plus là tous, donc je pense pas que ce soit là-dessus. Mais pour les Jeux Olympiques d'hiver, ça peut peut-être servir de leçon effectivement et regarder un petit peu ce qui peut être fait. Mais calculons toujours, on investit. Quel est le retour sur investissement derrière? Voilà, c'est ça qui est important, je pense. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que ces 100 millions-là ne sont pas 100 millions qui sont gâchés, mais c'est véritablement un investissement sur l'attractivité, parce qu'il faut quand même rappeler que quand on fait une cérémonie qui n'est pas dans un stade, une cérémonie d'ouverture qui n'est pas dans un stade, ça veut dire que vous ne faites pas la cérémonie pour les gens qui vont assister à la cérémonie sur place, parce que les gens qui ont assisté à cette cérémonie n'ont absolument rien vu, puisqu'on ne pouvait rien voir quand on était sur les quais de Seine. Mais vous faites la cérémonie pour les gens qui vous regardent à la télé. Bien sûr, les gens qui regardent à la télé, les centaines de millions et les centaines de millions de téléspectateurs. Donc c'est-à-dire qu'on a fait centaines de millions ou plusieurs milliards. Donc ça veut dire que vous faites une cérémonie pour les gens. Et donc c'est-à-dire que vous faites une cérémonie pour véhiculer une certaine image de la France, une certaine attractivité. Et l'on voit, quand on regarde, vous parlez l'exemple des Jeux Olympiques de Londres, on voit que même avec la cérémonie d'ouverture, qui était une cérémonie même dans un stade, mais qui était quand même grandiose, avec beaucoup mieux que l'autre. La conciliation entre la modernité britannique et les traditions de la reine Elisabeth, ça avait beaucoup marqué les gens. Et on s'est aperçu qu'il y avait, selon des études de cabinet de conseil, qu'il y avait à peu près 40% de retombées positives pour les Jeux Olympiques de Londres. Et on pouvait espérer que ce soit la même chose pour la France, puisqu'on a quand même restauré une partie de notre attractivité. La difficulté qu'on a, c'est déjà faire perdurer cet esprit des Jeux Olympiques à Paris, et donc garder la ville propre, garder la ville en sécurité, clairement. Ce qui est déjà en grande difficulté, les sujets sont en souffrance, et puis aussi que l'on puisse avoir quand même, d'un point de vue plus moral, que les Français puissent être fiers de leur pays et fiers de leur ville à plus long terme. Et là-dessus, on voit quand même que... La cérémonie d'ouverture, je reviens dessus parce que sur l'attractivité, les indicateurs sur l'attractivité sont positifs, mais il y a quand même ce climat d'instabilité politique qui va quand même aussi gêner la croissance économique et la reprise de la croissance justement après les Jeux Olympiques qu'on aurait pu espérer, eu égard à une augmentation de la Ce qu'on peut regretter effectivement, c'est qu'il n'y ait pas cette continuité sur la partie des Jeux paralympiques qui a été aussi une magnifique vitrine. Moi, je suis allé assister à la finale du volley pour représenter le département. J'ai trouvé que c'était l'ambiance, la sportivité, c'était magnifique. Magnifique de voir ces Français rassemblés pour soutenir les sportifs, qu'ils soient handicapés ou pas handicapés. Mais derrière, le contre-coup, ça a été effectivement tout de suite. Moi, je vois comment est-ce qu'on finance les mesures pour accompagner le handicap. Donc, on peut pas avoir deux poids, deux mesures. Je serais satisfait s'il y avait cette continuité, mais de façon concrète. Ça me pose le blues des Jeux Olympiques. Mais vraiment, ça pose question. Et pour les associations, moi, je les rencontre, les associations de handicap, ça leur pose vraiment question, parce que ça a aussi donné beaucoup d'espoir. Et le retour par rapport à ça, il est finalement, aujourd'hui, c'est difficile. C'est un retour à la réalité. C'est un retour à la réalité. Parmi les amendements qui ont été adoptés, les hommes ne pourront plus défiscaliser les pensions alimentaires qu'ils versent à leur ex-femme, et les femmes qui perçoivent ces pensions cesseront d'avoir à payer des impôts dessus. Donc c'est pour en tout cas les mères isolées une mesure importante, et pour des femmes qui parfois n'ont effectivement pas des pensions très très importantes. Non, ça me paraît normal de ne pas payer d'impôts sur une pension quand on est une mère seule. Il ne faut pas charrier. Je suis d'accord. Oui, bonne mesure pour le coup. Oui, bonne mesure pour le coup. C'est même plutôt curieux qu'elle ait pas été faite avant. Est-ce que le père a le droit de déduire ou pas? Pardon? Est-ce que le père a le droit de déduire? Non, justement, c'est ce que je viens de dire. On a défiscalisé, on a interdit la défiscalisation. C'est passé hier soir, ça, il me semble. C'est bien ça, voilà, exactement, l'État se retire.
Bon, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour poursuivre ces débats. Tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous venons d'entamer un débat qui n'était pas prévu, mais on suit l'actualité en direct. Et c'est Emmanuel Macron qui répond à Benjamin Netanyahou hier, qui sur CNews a dit le combat que nous menons, c'est un combat de civilisation, c'est un combat qu'on mène non seulement pour nous, mais pour vous aussi. Et Emmanuel Macron répond à Benjamin Netanyahou: on ne défend pas une civilisation en semant la barbarie. Donc des mots assez forts qui choquent beaucoup, qui font beaucoup réagir évidemment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il cherche, Emmanuel Macron, dans cet affrontement? J'ai aucune idée de ce qu'il cherche. Depuis la séquence où il dit que Israël devrait remercier l'ONU pour 1948, ouais. je trouve sur le plan de la politique internationale, Emmanuel Macron, je le trouve pas bon depuis un petit moment. Oui. Et là, même l'intérêt de dire on défend pas une civilisation avec la barbarie, ça veut dire quoi, que Israël, la barbarie, c'est Israël est barbare. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'Israël c'est pas Israël qui est barbare, mais il y a des actes qui sont barbares. Ça oui, mais je comprends la logique. C'est le chef de l'État qui dit, c'est pas Monsieur tout le monde. Donc je comprends pas l'optique derrière. Je vois pas l'intérêt. Il fait pas ça sans rien. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'Emmanuel Macron veuille jouer un jeu et arriver finalement à être acteur de la future paix. Et être acteur de la future paix. Or, avec des déclarations comme ça, je ne vois pas comment derrière il va pouvoir retourner voir les Israéliens et avoir du poids pour cette négociation. Parce qu'on a pour l'instant, la France ne joue aucun rôle dans ce qui se passe. On n'arrive pas à peser ni dans un sens ni dans l'autre. Qui veuille effectivement que les combats s'arrêtent, qu'on arrive à une solution de paix, tout à fait, ça c'est louable et je pense que c'est partagé par tout le monde. Mais la façon dont il s'y prend, je pense que c'est pas la bonne façon. La communauté juive de France, elle est bien sûr moins en moins. Elle est vent debout. Mais je crois, alors c'est intuitif et à la limite on pourrait comprendre, je crois qu'il a peur depuis le début qu'on importe cette guerre en France, ce qui d'ailleurs est un peu internationalement déjà, enfin est aussi le cas et que c'est déjà un peu le cas. Quand on voit des drapeaux à l'Assemblée nationale brandis par LFI, quand on voit ce qui se passe et la violence à Sciences Po et partout, il se dit qu'est-ce qu'on fait? Et il a probablement pensé que ça mettait pas d'huile sur le feu que de critiquer un peu Netanyahou. Là, c'est pas donner le mot de barbarie, je pense, a du même le mal. Mot civilisation. Alors, je ne sais pas si c'est Netanyahou qui l'a employé le premier hier. Si c'est Netanyahou. C'est ça. Oui. Je pense qu'Emmanuel Macron, sur ce sujet, j'irai plus loin que ce que vous avez dit. Je pense que sur la politique étrangère, sa politique étrangère est désastreuse. C'est-à-dire que depuis 2017, quand vous reprenez l'ensemble des relations entre la France et les autres pays, avec quel pays nos relations sont meilleures aujourd'hui qu'en 2017. Peut-être le Canada en général, mais sinon, vous prenez l'Allemagne, ça se passe pas bien, le Royaume-Uni, ça se passe pas bien, avec Giorgia Meloni, ça ne se passe pas bien, au niveau international, avec la Chine, ça se passe pas bien, avec les États-Unis, ça ne s'est pas bien passé avec Donald Trump et même avec Joe Biden, ça ne s'est pas bien passé également avec le Brésil de Jair Bolsonaro et même un peu Lula, ça c'est un peu, il s'est un peu rabiboché avec l'Ukraine, exactement. L'Ukraine, ça se passe pas très bien non plus également, avec les pays asiatiques non plus. Donc il y a avec le Maghreb, j'en parle même pas, on est fâché et avec le Maroc. Et avec l'Algérie, c'est quand même fantastique. Avec le Liban, pareil, il s'est voulu sauveur du Liban. Les Libanais ont dit Emmanuel Macron nous a vendu un jeu de dupes. C'est très juste. La politique étrangère d'Emmanuel Macron, malheureusement, c'est un échec pour lui. Et le Quai d'Orsay est de votre avis. Exactement. Alors même que justement, il devait incarner, le Times avait titré ça quand il avait été élu, le nouveau leader de l'Europe. Il devait justement faire rentrer la France dans la modernité du XXIe siècle et apaiser les relations entre la France et le reste du monde. Donc là-dessus, c'est un échec. Et donc ce qu'il cherche à faire, je pense, c'est qu'il cherche à reconstruire une certaine image gaulo-mitterrandienne ou chiraco-mitterrandienne faut le dire, en se payant Israël. Et aujourd'hui, c'est pour cela qu'il a démultiplié les annonces à l'encontre d'Israël, avec effectivement un objectif international, parce que dans cette guerre-là, effectivement, le Sud global et les pays arabes vont plus naturellement soutenir Gaza de par leur proximité politique. Et d'autre part, également d'un point de vue interne, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a peur des émeutes dans les banlieues. C'était déjà le cas lorsqu'il y avait eu la mort de Naël. Il avait tout de suite pris parti pour
pour Naël plutôt que pour le policier. Pour les pays arabes, c'est pas... Et donc la réalité aujourd'hui face à Emmanuel Macron, c'est qu'il cherche, je pense, à reconstruire une certaine image un peu chiracienne sur le dos d'Israël, alors même que c'est une erreur stratégique parce que effectivement, Israël défend les valeurs de la civilisation occidentale dans cette région du Moyen-Orient, malheureusement face à l'islamisme qui touche Israël au Moyen-Orient, les pays arabes également, mais également la France dans notre sein. C'est pas exact de dire que tous les pays arabes sont derrière la Palestine. C'est pas ce que j'ai dit. Ah oui, mais du coup j'ai eu peur de le comprendre comme ça. Donc, non, c'est pas ce que j'ai dit. Au contraire, même justement, les pays arabes étaient plutôt en train de se rapprocher d'Israël, notamment avec les accords. Donc on prend les différents accords. Quand David 79. Et à ce moment-là, il y a eu le 7 octobre. Exactement. Ouais. Et jusqu'aux accords d'Abraham. Et le 7 octobre, forcément, réintroduit la question de Gaza dans les opinions publiques des pays arabes et qui peuvent du coup faire pression effectivement sur leur gouvernement, notamment au Maroc, en Arabie Saoudite ou en Jordanie, avec donc des leaders arabes qui étaient plutôt tendaient à se rapprocher vers Israël, mais qui finalement doivent prendre des relations, mais doivent aujourd'hui composer avec une opinion publique qui forcément est plus prompte à défendre Gaza parce qu'il y a une solidarité. Le danger, c'est qu'ils visent pas que Netanyahou, ils visent le peuple israélien. C'est ça que je trouve dangereux. Moi, c'est pour ça que on n'est pas simplement sur une opposition entre gouvernants. Ils visent quand même majoritairement Netanyahou. Oui, mais la déclaration plus générale, c'est l'ensemble du peuple israélien qui maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, c'est l'émergence du Sud global qui est terrifiante, y compris regarder les jeunes de notre pays et les réseaux sociaux. Les jeunes du pays, ils sont contre Israël et Netanyahou. Ils ont pas compris grand-chose. Hein. Mais là, il y a un auditeur qui me signale effectivement ce qui est en train de se passer, la réunion des BRICS, où on voit que la Russie n'est pas si isolée que ça, et avec la visite du secrétaire général de l'ONU. Incroyable. Là, aujourd'hui, la population des BRICS, donc c'est des pays antidémocratiques, disons-le tous pratiquement. Eh bien, c'est 44% de la population mondiale, alors que c'était 20%. Et que ça va forcément aller en grandissant, et qu'on est en train de basculer d'un monde dans l'autre. Et je ne sais pas comment on fait, mais c'est terrible d'avoir terrible. Oui, et puis en plus, les BRICS... Avec la Corée qui a envoyé des troupes en Russie, de Corée du Sud, c'est très très inquiétant. Donc... il a probablement tort, Macron, mais je ne sais pas très bien... il n'est pas obligé de faire des déclarations avec ces mots-là. C'est-à-dire que le choix des mots est quand même... Parler de barbarie face à Israël, qui a quand même subi des barbaries atroces. Une attaque plus que barbare. Alors évidemment, en Palestine, il y a des combats, il y a des morts, il y a des femmes, des enfants. C'est la guerre. Et puis vous l'avez rappelé, nous on avait fait un texte dans le JDD avec les collègues du think tank justement sur la question d'Israël. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, je pense vraiment qu'il se trompe sur cette question-là parce que vous avez très justement rappelé que c'est une guerre. Or aujourd'hui, cette guerre, il y a deux camps. Il y a effectivement Israël et les proxys, donc les proxys Hezbollah, Hamas et donc de fait l'Iran derrière. Or, si cette guerre-là est perdue par Israël, il faut le dire, disparaît. Oui. Alors que si la guerre est perdue par les proxys iraniens et même par le régime iranien d'un point de vue plus global, c'est le régime iranien qui disparaîtra. L'Iran ne disparaîtra jamais. Or, Israël aujourd'hui est entouré de menaces qui sont existentielles. Les proxys iraniens, mais également des pays qui lui sont quand même hostiles. Il y a quand même aujourd'hui, sur 22 pays dans le monde arabe, il n'y en a qu'une dizaine qui reconnaissent l'État d'Israël. Donc, à un moment donné, il faut... et le régime iranien est une catastrophe pour les femmes, on ne le dira jamais assez. Effectivement, en plus, le régime iranien est une catastrophe pour les femmes et pour l'Occident d'un point de vue plus global parce qu'il nous pose véritablement un sujet de valeur et qu'on retrouve aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers avec la présence de l'islamisme de notre sol. C'est sunnite, plus précisément que islamisme. Sunnite, parce que islamisme, c'est un terme qui veut pas dire grand-chose. On peut parler d'idéologie d'islam sunnite et là on tombe parfaitement sur le sujet, même si les Iraniens sont chiites, mais islamisme, c'est un mot qui est trop vague pour être définitivement précis. Mais islam sunnite, on rentrerait parfaitement dans le schéma. Ouais. Peut-être un mot sur les propos de Bruno Retailleau qui est favorable à l'arrêt des matchs de foot dès lors qu'il y a des chants racistes ou homophobes qui sont entamés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, à savoir en plus que suite aux chants homophobes d'il y a quelques jours, les deux personnes ont été interpellées, mais quand on entend dans les tribunes la ferveur avec laquelle ces chants interviennent, je ne sais pas, vous en pensez quoi, Cédric Nouvelot? C'est bon. Enfin,
Moi, c'est je pense compliqué. qu'il faut, oui, mais il faut envoyer quand même des signaux. C'est pas parce qu'on est évidemment dans une enceinte de stade de foot que tout est permis, que tout est possible. Donc, et comment arriver à bloquer ça? Comment arriver à arrêter cette tendance? Il faut effectivement, ce sont des messages aussi qu'on envoie quand c'est repris comme ça sur des audiences ou dans des stades. Ça touche aussi les jeunes. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, il faut faire. Les jeunes sont très tolérants. Je suis assez, je suis en phase avec Retailleau sur le sujet. Je suis d'accord parce qu'on le faisait déjà. Enfin, ça se fait déjà naturellement chez les joueurs lorsqu'il y a des insultes racistes. Absolument, ils sortent. Donc en Italie, ça se fait beaucoup. Enfin, il y a pas mal en Italie et en Espagne, il y a quand même de graves problèmes avec le racisme dans les stades. Et généralement, les joueurs, quand ils sont touchés d'une personne de couleur, ils stoppent le match, ils disent c'est mort. Moi, et puis sur les matchs locaux, les arbitres, les coachs sont assez rigoureux sur ce sujet-là. Donc c'est pas normal que sur des matchs plus importants, on laisse les choses se faire. Non, je pense que c'est normal d'être un peu rigoureux. Ça serait intéressant et symbolique. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que ce qui se fait pour le racisme en Italie, etc., doivent être fait également pour l'homophobie, parce qu'il y a, je suis un grand fan de foot également, il y a un véritable sujet sur l'homophobie aujourd'hui dans le foot. Je pense que c'est l'un des sports, avec les sports de combat peut-être, qui est l'un des plus pas en politique homophobes. En tout cas. Et je crois que... Non, mais c'est vrai. Mais très tolérant, c'est bien. Le truc, c'est que est-ce qu'il risque pas y avoir un dévoiement de cette règle, c'est-à-dire que vous voyez que votre équipe est en train de se faire battre, vous chantez pour faire arrêter le match. Dans ces cas-là, fermeture des tribunes. Fermeture des tribunes. Si les supporters ne respectent pas les règles et utilisent ça pour truquer entre guillemets les matchs, vous ferez fermer les tribunes et vous verrez que les gens auront quand même envie de retrouver au foot, de retrouver le stade. Puis je vois mal quelqu'un le faire, sachant qu'il y a les caméras, on peut très vite retrouver la personne. Il prendrait une fonction tellement énorme. Est-ce que vous ne croyez pas que on a de telles reprises médiatiques sur tous les sujets, tous les faits divers, tout le petit dévoiement, tout ce qui peut se passer? Est-ce que c'est pas envahissant, un point qui est contre-productif? Est-ce qu'il faut tout relever tout le temps et que ça fasse la une de tous les médias? Un petit dévoiement, les chants homophobes et racistes, c'est pas un petit dévoiement. C'est quand même très grave quand on a des centaines de supporters qui hurlent des chants homophobes. On peut pas les laisser faire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On a évoqué plein de sujets. C'était très intéressant. Merci à vous. Et on se retrouve demain. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons